Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque dimanche pour ce spécial éducation dans La vie en mieux. Alors avant de démarrer cette émission, moi je voudrais vraiment vous remercier. Sud Radio, vous le savez, franchit un cap historique en digital. Plus de 41 millions d'écoutes digitales en 2024 sur vos smartphones, les PC, les tablettes, tous les environnements digitaux de Sud Radio. Merci infiniment de votre fidélité et évidemment en 2025, je fais plus que de vous le suggérer, on continue à se parler vrai ensemble. Alors n'hésitez pas, téléchargez maintenant l'appli Sud Radio pour nous suivre partout avec le son mais aussi avec l'image. La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Et oui, désormais, La vie en mieux se consacre à toutes vos préoccupations, que vous soyez parents, étudiants, enseignants. Nous traitons toutes les questions qui vous préoccupent et qui sont souvent source de stress. Alors aujourd'hui, on va parler aux parents qui ont un enfant qui est peut-être en phobie scolaire. Et oui, on parle de plus en plus de la phobie scolaire. En France, c'est à peu près entre 4 et 10% des jeunes qui sont en phobie scolaire. Alors évidemment, 40% au Japon, ça semble peut-être dérisoire, mais pourtant, vous allez voir, les conséquences peuvent être sérieuses. Alors, qu'est-ce que c'est que la phobie ? Comment ça se traduit concrètement ? Quelle souffrance se cache derrière une phobie scolaire ? On va en parler tout de suite avec mon invitée Marguerite Laboulet, psychologue à Paris. La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour Marguerite. Bonjour. Alors Marguerite, quand on entend parler d'ados, 4 à 10% en France, qui sont en phobie scolaire, c'est quand même pas mal d'étudiants. Et je pense qu'il est quand même important d'essayer d'expliquer ce qu'est exactement la phobie scolaire, pour qu'on ne se trompe pas. Oui, la phobie scolaire regroupe beaucoup de choses en fait. On va du décrochage à un moment de la vie ou à un moment de l'année d'un enfant à vraiment des troubles anxieux généralisés très forts qui empêchent l'élève de retourner à l'école. Donc la phobie scolaire, c'est un terme un peu vulgarisé. Aujourd'hui, les médecins et les psys vont parler de refus scolaire anxieux quand il y a vraiment une incapacité à retourner à l'école. Mais on va parler aussi de décrochage, de moments de déprime de l'enfant. Donc les premiers qui ont remarqué ça, c'était les Japonais, vous l'avez cité. Ils ont parlé d'un symptôme qui s'appelle le hikikomori. Alors, c'est pas un type de sashimi ou de sushi. Mais au Japon, on se dit qu'il y a peut-être beaucoup de pression, qu'il y a une forme élitiste. C'est vrai, leur système est très, très élitiste. Et ce qui a conduit tous ces jeunes ados et jeunes adultes, alors beaucoup des garçons, essentiellement des garçons, oui, à se retirer de la vie sociale complètement, à rester cloîtrés dans leur chambre, à vivre que par les écrans. On leur dépose leur plateau repas devant la porte et souvent ils vivent comme ça complètement en autarcie. Alors c'est pas le cas de la phobie scolaire en France, hein. On parle pas de ça. Il y en a. Moi, j'en ai vu quand j'étais dans l'équipe mobile d'un hôpital du service de psychiatrie où j'étais. On allait à domicile pour essayer de sortir certains ados qui étaient vraiment cloîtrés chez eux. Mais c'est pas la majorité des cas. La majorité des cas, c'est plutôt des jeunes qui peuvent être très gais à la maison, par exemple, aller plutôt assez bien, en vacances très très bien. Mais au moment d'aller à l'école, tout d'un coup, gros symptômes. Ils sont attaques de panique, ils peuvent aller jusqu'au vomissement, enfin, et ils peuvent plus aller à l'école. J'ai connu une jeune fille qui, en partant en vacances avec ses parents, était une toute autre jeune fille. Et dès qu'elle revenait sur la ville, sur Paris, en fait, les premiers symptômes revenaient. C'est absolument incroyable. Ça peut aller très très loin, psychologiquement parlant. Oui, et c'est pour ça que souvent les parents ne le prennent pas très au sérieux, justement parce qu'ils se disent non mais elle était très bien, elle va très bien, et là tout d'un coup il faut retourner à l'école et elle a des maux de ventre et tout ça. C'est ça. Et ils pensent qu'elle joue, qu'elle surjoue, voyez. Et c'est là où on ne voit pas la vraie souffrance qu'il y a derrière. Et vous parliez de beaucoup de garçons au Japon. C'est pas presque plus féminin en France ? Non, il y a les deux. Il y a vraiment les deux, c'est pas la même chose. En fait, ça se traduit pas pareil. Les filles vont avoir beaucoup de symptômes physiques, mais aussi des moments de pleurs, de choses comme ça, de manifestations émotionnelles, alors que les garçons vont avoir beaucoup plus de manifestations psychosomatiques. Des maux de tête, des maux de ventre, mais parce que dans notre société, les garçons ont plus de mal à exprimer leurs émotions aussi. Donc, ils vont traduire ça en symptômes psychosomatiques. Quels peuvent être les éléments déclencheurs de la phobie scolaire ? Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a, par exemple... la première cause, c'est quand même le harcèlement scolaire.
Et donc c'est pour ça que ça arrive souvent au collège. C'est vraiment le harcèlement, le dénigrement. Ça, c'est vrai que le racket, par exemple, ça c'est une des premières causes vraiment d'un refus scolaire anxieux. La deuxième cause, c'est aussi, par exemple, tous ceux qui ont des problématiques les dyslexiques, les dyspraxiques, tous ceux qui ont eu ces problèmes de développement neurodéveloppemental, vous voyez, où ça a échoué, ça n'a pas été bien diagnostiqué, ils sont à la limite du trouble de l'attention, mais pas vraiment, vous voyez, ça n'a pas été vu dans le primaire. Et puis, au moment du collège, c'est plus possible de tenir. Et à ce moment-là, ils s'effondrent. Alors, ça peut être aussi certains enfants qui ont des traits du spectre autistique, par exemple, légers. Vous voyez, mais toutes ces anomalies ou ces difficultés sur le plan neurodéveloppemental sont un vrai frein au moment de l'entrée au collège. Et c'est là que tout d'un coup, ça peut se développer. Et quand on est un jeune qui n'a pas forcément ce type de trouble, l'élément déclencheur, ça peut être quoi? Ça peut être une faiblesse dans les matières, est-ce que ça peut venir de mauvais résultats? Oui. Ou est-ce que... Oui, par exemple, c'est quand l'environnement n'est pas adapté à l'enfant. Si l'environnement est trop élitiste, par exemple, pour un enfant qui... classe dans laquelle on se sent pas bien. Une classe particulière qui est, par exemple, assez dure, parce que avec des populaires, des cools et des pas cools, des choses comme ça. Mais aussi des environnements trop élitistes pour certaines personnalités. Vous voyez, on voit bien dans une fratrie, il y en a qui sont un peu plus sensibles, un peu plus fragiles ou plus sensibles au stress, moins résistants. Pour eux, il faut un environnement plus cool, avec des classes plus petites. Et donc là, par exemple, un enfant très lambda, mais assez sensible, dans un environnement trop élitiste, trop dur, peut s'effondrer, se décourager, s'effondrer. J'imagine que vous recevez ce type de profil en cabinet. Oui. Quelles sont les conséquences que vous notez, notamment sur la famille globale? Parce que ce genre de comportement sur un enfant dans une famille peut avoir forcément des conséquences sur l'ensemble de la famille. Oui, alors là, c'est vrai que ça désorganise la famille. D'abord, souvent, les deux parents travaillent. Il y en a un qui commence à faire du télétravail, demande des aménagements à son employeur. Parfois, arrête de travailler. Moi, j'ai vu plusieurs familles où un des membres arrête de travailler pour être auprès de l'enfant qui va pas bien. C'est inquiétant qu'il reste seul toute la journée à la maison. Et c'est vrai que... Ils ont raison, mais en même temps, ça déséquilibre complètement financièrement la famille. Ça va déséquilibrer aussi la fratrie, parce que tout d'un coup, l'attention des parents se focalise sur un enfant et les autres sont mis de côté. Or, vous savez que la phobie scolaire, ça peut mettre jusqu'à 1 an et demi, voire 2 ans, voire 3 ans avant de se résorber. C'est énorme. Quand c'est grave, évidemment. Mais du coup, vous imaginez 3 ans avec des parents hyper anxieux, se focalisant sur un enfant. Les autres membres de la fratrie, par exemple, peuvent être vraiment très abîmés ou en tout cas très frustrés, très en colère et avoir leur développement affectif impacté, en fait, par les difficultés d'un de leurs frères ou de leurs sœurs. Si on est parent et qu'on a donc un enfant qui pourrait être en phobie scolaire, quels sont les premiers petits signes? Vous disiez des maux de ventre, vous disiez... alors, physiquement et psychologiquement, est-ce qu'il y a des petits trucs qui vous alertent? Oui, alors, quand même, le retour de l'école, l'enfant est quand même... il n'arrive pas à en parler, par exemple. Il n'en parle pas, il refuse de parler de l'école, il dit qu'il ne veut pas en parler. Bon, ça, vous voyez, c'est pas très bon. Ouais. Pas parler de ses amis, beaucoup de difficultés dans les relations amicales, l'enfant se brouille de manière régulière avec beaucoup de ses amis. On voit bien que là, il y a quelque chose qui ne va pas. L'enfant, on voit tout d'un coup une chute dans les notes. Alors, je dis qu'il ne faut vraiment pas se focaliser sur les notes. Il faut vraiment que les parents français sortent de cette conversation tous les soirs sur les notes, les contrôles et tout ça. Et ça, souvent, c'est très anxiogène, en fait, pour les enfants. Il faut vraiment surtout parler des amitiés, de ce qui se passe à l'école, éventuellement d'un sujet qui a été étudié, mais surtout parler d'autres choses, en fait. Mais garder un œil sur les amitiés, les notes en douce, sans en parler tout le temps à l'enfant, pour voir s'il y a un problème de comportement et être présent dans les réunions scolaires. Parce que beaucoup de parents n'y vont pas, forcément. Et en fait, quand même, là, les professeurs voient des choses. Est-ce que vous avez des exemples dans votre clientèle de phobies scolaires différentes, avec des symptômes différents, avec des... Oui, alors j'en ai beaucoup, puisque moi, je suis très spécialisée sur les adolescents et les jeunes adultes. Et j'ai travaillé en service de psychiatrie pour adolescents. On a vu beaucoup de déscolarisation et de phobie scolaire. Mais par exemple, je peux vous parler d'un garçon qui avait eu, avec le confinement, vous voyez, il y a eu un dérapage sur le plan alimentaire. Il avait commencé à vraiment prendre énormément de poids. Le retour à l'école avait été difficile. Bon, il avait retrouvé ses amis. C'était plutôt un garçon très sociable. Mais
lui, petit à petit, avait commencé à avoir des symptômes physiques. Donc, il parlait de troubles de la tête, il avait des migraines très fortes, il avait des vertiges. Les parents ont fait tous les examens médicaux qui montraient qu'il n'y avait rien, aucune cause physique. Mais du coup, ça l'empêchait tellement, il en venait à vomir le matin. Vous voyez qu'en fait, il restait à la maison et les parents n'arrivaient pas à le Ça peut quand même prendre remettre. des proportions incroyables. Oui. Lui, ça a été vraiment, en fait, la psychothérapie. Où il a pu parler en fait de ses difficultés. En fait, notamment, il avait pris beaucoup de poids, il était très dévalorisé dans son aspect physique. Et même s'il avait des amis qui le protégeaient, voyez, des moqueries, tout ça, lui-même était très dévalorisé. Par exemple, ça, c'est un des cas qui est retourné petit à petit à l'école, mais ça a mis 2 ans et demi, voyez. On va revenir sur le sujet, on va laisser passer quelques minutes. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 dans La Vie en Mieux. Marguerite Laboulet, psychologue à Paris. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour parler de la phobie scolaire qui touche 4 à 10% des ados scolarisés en France. Cette souffrance handicapante a de sérieuses conséquences parfois sur leur vie et sur le quotidien de la famille. On y revient dans quelques minutes. À tout de suite. Academia vous présente La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully. La Vie en Mieux spéciale éducation, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Alors au début de l'émission, nous avons parlé de la phobie scolaire pour essayer de mieux comprendre ce que c'est concrètement, comment ça se manifeste, quelles peuvent être les causes, car il y a tout de même entre 4 et 10% des ados scolarisés qui en souffrent en France. Alors si vous avez manqué la première partie, vous n'hésitez pas à nous retrouver en podcast sur sudradio.fr dans l'émission La Vie en Mieux spéciale éducation. Marguerite Laboulet, psychologue à Paris. Alors on a parlé des causes de la souffrance. Est-ce que la phobie scolaire est considérée comme une maladie aujourd'hui, comme un burn-out finalement? Alors, c'est considéré comme une maladie, puisqu'il faut d'ailleurs qu'il y ait un diagnostic médical. C'est un psychiatre qui pose l'indication d'un refus scolaire anxieux. Alors, on le dit, ça c'est le terme scientifique, c'est refus scolaire anxieux. Et c'est vrai qu'il y a des indications, donc on considère ça comme une maladie. Avant ça, c'est plutôt des symptômes qu'on va noter. Le pédiatre va noter, voyez qu'il y a des symptômes de décrochage ou de refus anxieux. Ça, c'est des symptômes. Mais le refus scolaire anxieux ou la phobie scolaire, c'est vraiment une maladie aujourd'hui. On comprend bien, il y a vraiment une façon de la soigner. Comment vous intervenez, vous, en cabinet, face à une famille qui vient vous voir pour cette problématique, en fonction, bien évidemment, de la cause? Oui, alors je parle beaucoup avec les parents, pour essayer de comprendre ce qu'ils ont fait. Les parents, souvent, sont très bien, vous voyez, ont toujours essayé de ramener l'enfant à l'école, ont essayé de comprendre les choses par différentes façons, l'ont forcé, l'ont pas forcé, ont écouté, ont essayé de faire beaucoup de choses. Et donc, j'écoute beaucoup les parents. Après, je vois l'enfant et après, je fais des séries je vois, par exemple, je vois l'enfant 3 fois, puis après, je vois les parents, puis je vois l'enfant 3 fois. Et je me mets beaucoup en contact avec l'école. C'est surtout ce filet de sécurité et ce dialogue qui doit être noué avec l'école, avec les parents et avec moi, et avec un psychiatre parfois, pour qu'on puisse ramener l'enfant petit à petit à l'école. Ça, ce dialogue, il est très important. Et cette souffrance, en fait, que vous retrouvez chez l'enfant, en majeure partie, elle tient sur vraiment le travail, le manque de compétences, le niveau qui n'est pas suffisamment, ou alors est-ce que ça traduit un problème psychologique peut-être tout à fait différent, autre? Alors, il y a différentes choses, en fait. C'est très multifactoriel, quand même, la phobie scolaire. Parfois, il y a des problématiques familiales. Vous voyez, je pense à un garçon dont le père avait eu une dépression après avoir été viré de son travail. Il avait eu une dépression, il s'était mis à l'alcool. Et en fait, l'enfant était tellement angoissé de laisser son père seul à la maison qu'en fait, il avait inventé ce refus scolaire anxieux. Mais en fait, il n'avait pas inventé, puisqu'en fait, vraiment, ça se son papa. Voilà, il se déprimait pour son père, voyez, et il voulait être à la maison pour surveiller son père. Donc en fait, à partir du moment où son père a été mieux, il a pu retourner à l'école. Mais lui-même avait des vrais symptômes, ça n'a pas été du tout, c'était pas joué. C'était simplement, psychologiquement, il manifestait cette angoisse pour son père de cette manière-là. Quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui aux parents? Qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison, après être allé vous voir en cabinet. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on a un enfant qui, le matin, a du mal à se lever, qui vous dit souvent « j'ai mal au ventre », qui a du mal à se mettre au travail? Parce que souvent, chez ces enfants,
on voit aussi cette difficulté à démarrer les devoirs. On retarde. Donc on voit bien que on n'éprouve pas cette nécessité, cette envie d'avoir de bons résultats, d'être bon en classe. On a l'impression que l'enfant s'est isolé par rapport. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est parent ? Déjà, on va consulter un psychologue. Si c'est plus grave, le psychologue va inviter à consulter un psychiatre, s'il y a besoin, par exemple, de prendre des antidépresseurs. Là, on est vraiment dans les cas graves. Oui. Il y a des moments où vraiment même la capacité d'apprentissage est totalement fermée. C'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à rien apprendre du tout. Et en fait, on s'enfonce dans une dépression. Et là, il faut tout de suite le juguler, en fait, assez vite, avant qu'on dégringole vers des choses beaucoup plus graves. Donc, il faut d'abord consulter assez vite, psychologue. Et puis, pour prévenir tout ça, et puis on fait beaucoup de thérapie familiale. Vous voyez, moi, je fais de la thérapie familiale. Souvent, il y a des problématiques, comme ça impacte toute la famille, et ça impacte la fratrie, c'est pas mal de faire un travail sur la famille, que tout le monde puisse dire ce que ça lui fait vivre et tout ça. C'est important pour l'enfant aussi qui est déscolarisé, d'entendre, pas pour le culpabiliser, mais pour comprendre aussi qu'il y a quelque chose d'un mécanisme familial, parfois, qui, par exemple, soutient. Je pense à un cas d'un garçon qui n'allait plus à l'école. La mère avait fait venir sa propre mère pour venir surveiller parce que les deux parents devaient travailler. Et finalement, ça convenait à tout le monde. La grand-mère était là, et la grand-mère restait. Et tant que le garçon était déscolarisé, la grand-mère restait. Vous voyez, alors là, c'était quelque chose qui s'entretenait. Là, c'était quelque chose qui n'était pas très bon. On a fait repartir la grand-mère. Le garçon est reparti à l'école. Vous voyez, mais la béquille. C'était une béquille, mais qui plaisait à tout le monde. En fait, la mère elle-même était contente d'avoir sa mère près d'elle. Vous voyez, dans un moment où elle était assez anxieuse. Donc bon, ça c'est assez marginal quand même. Mais c'est toujours la thérapie familiale est quand même très intéressante parce qu'il y a parfois des choses qu'on ne voit pas et que la famille ne voit pas. Et elle a mis, par exemple, l'enfant à telle place, à une place plus fragile, qui exprime les symptômes et les difficultés de la famille. Par exemple, des familles qui ont émigré, qui ne se sentent pas en phase avec l'école, qui ne se sentent pas valorisées. Parfois, l'enfant va être porteur de toute cette blessure narcissique de la famille et il va l'exprimer comme ça. Et donc là, faire un travail familial va permettre à toute la famille de se restaurer narcissiquement, c'est-à-dire de se sentir mieux valorisés, de voir que tous leurs efforts ont été pris en compte. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, parce que quand je vous écoute, c'est quand même un sacré travail, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le gouvernement, en tout cas le ministère de l'Éducation nationale, a conscience ? Oui, il y a quand même des choses qui sont faites, alors marginales et évidemment pas suffisamment par rapport au nombre d'enfants touchés. Il y a des choses comme des micro-lycées, des lycées très spécifiques avec des toutes petites classes qui sont faits pour les gros décrocheurs. Mais par exemple, il y a quelque chose qui est vraiment dommage. On a supprimé de plus en plus les infirmières scolaires. Or, c'est les premières personnes que les enfants vont voir dès qu'ils sont en difficulté dans leur classe. Ils sortent pour aller voir l'infirmière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lycées et de collèges qui n'ont plus d'infirmières toute la semaine. Oui, et puis l'infirmière, c'est aussi une oreille. Absolument. Accessoirement, quand il se passe quelque chose. Et puis c'est elle qui va indiquer un psy aux parents, des choses comme ça, qui font le passage, vous voyez, et qui alertent les parents en disant écoutez, là ça va pas, votre enfant va pas bien. Certains parents on le voit trop tard, vous voyez. Donc ça, il y a vraiment c'est vraiment très dommageable. Et sinon, parlons d'un enfant qui est déscolarisé. Vous parliez d'une phobie scolaire qui peut entraîner un départ de l'école, du collège, pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. Mais comment on raccroche les wagons après ? Comment on peut se retrouver en phase avec la société, retrouver des cours, Quel travail doit se mettre en place ? C'est très compliqué quand on est sorti du système pendant autant de temps. Oui, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment veiller à ramener l'enfant à l'école le plus vite possible. Il faut, même s'il n'a pas de notes, même si on fait un aménagement scolaire et tout ça, c'est vraiment, une fois qu'ils ont vraiment décroché complètement, c'est très difficile de les ramener. Alors, il y a des structures publiques qui sont faites comme des soins-études, où on conjugue école et soins, voyez, mais elles sont très limitées en France, on n'en a pas suffisamment. Parfois, il faut juste qu'ils se restaurent, qu'ils reprennent confiance en eux. Alors, ils vont aller travailler, par exemple, ou ils vont faire le service civique, par exemple, ou n'importe quel petit boulot. Je pense à une ado, par exemple, qui a fait du babysitting. Elle pouvait rien faire, sauf du babysitting. Mais en voyant qu'elle était très bonne en tant que babysitteuse, vous
voyez, elle s'est petit à petit restaurée. Et petit à petit, elle a pu recommencer à se valoriser. Et ça, elle a pu commencer à, vous voyez, elle est rentrée dans un parcours pro après, qui était beaucoup plus concret, avec de la céramique et tout ça, qui lui a permis petit à petit de trouver un emploi, de passer un bac pro, et puis après d'avoir comme ça un bac, de pouvoir s'insérer dans la société. Est-ce que justement, un élève qui sort du système scolaire n'a pas besoin d'avoir... Bon, j'imagine qu'il y a des cours qui se mettent en place à la maison, mais au-delà de ça, peut-être une activité sociale. Ça peut être du sport, ça peut être une activité artistique, mais au moins qui lui donne peut-être un rôle à jouer, en fait. Et du coup, restaurer sa confiance en lui, retrouver une estime de soi, c'est important. Est-ce que ça fait pas partie aussi du protocole à mettre en place que d'essayer de faire en sorte qu'il puisse s'aérer la tête et retrouver confiance en lui par d'autres activités ? Ce qui est très important, c'est qu'il reste en contact avec sa tranche d'âge. Voyez, en tout cas les gens de son âge, qui ne soient pas complètement dans un monde d'adultes, avec des professeurs particuliers, avec les parents, avec, voyez, il faut qu'il puisse garder le contact avec sa génération, donc par des activités sportives, des activités artistiques. Mais je dirais même que ces activités, il faut le faire en amont. Quand on a un petit peu peur, on voit un enfant qui a du mal à accrocher avec la scolarité, eh ben je préconiserais d'abord de faire beaucoup de sport, parce qu'on peut se valoriser avec du sport quand on est, vous voyez, pas très scolaire. Et de faire un travail de création, alors parfois très manuel, ou vraiment un travail artistique, ou en tout cas un travail où on fabrique des choses avec ses mains. Ça, c'est très équilibrant. Et je dirais qu'il faut le faire même jusqu'au lycée. Il y a beaucoup d'enfants qui arrêtent de faire du sport ou qui arrêtent de faire des activités manuelles quand ils arrivent au lycée. Et les parents disent « oui, c'est vrai, il y a tellement de travail qu'on a arrêté tout ça ». Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de parents, en plus de ça, qui doivent se culpabiliser. Bah oui. Qui doivent se dire, mais qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai raté pour que mon enfant soit comme ça. Et malheureusement, ça peut venir de l'enfant par lui-même, et les parents ne sont heureusement bien sûr souvent pas concernés. Mais c'est vrai que pour les parents, souvent des parents très fonctionnels, hein, voyez, très attentifs. Alors parfois j'ai des parents pas attentifs du tout, et là c'est vraiment le problème. Mais quand même les 3/4 du temps, j'ai plutôt des parents très attentifs. Alors parfois très anxieux. Et il faut parfois justement beaucoup les soutenir pour qu'ils lâchent leur anxiété, qu'ils fassent confiance, qu'ils arrêtent de prioriser les notes. Parce qu'en plus, ils sont éponges. Donc si en plus, ils prennent l'anxiété des parents... Et comme à l'adolescence, les enfants sont branchés sur l'inconscient des parents, vous voyez, ils absorbent tout, notamment l'anxiété des parents. Donc c'est un cercle... Merci beaucoup, Marguerite Laboulet. Merci psychologue à Paris, pour cet éclairage sur la phobie scolaire. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas simple à gérer. Je vous retrouve dimanche prochain pour une autre question d'éducation. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez témoigner, si vous voulez me laisser un message, laviesenmieux@sudradio.fr. Passez une excellente semaine. On se retrouve dimanche prochain et continuez de nous écouter. Academia vous a présenté La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully.